Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui nous parlons d'histoire contemporaine au prisme d'une enquête familiale, celle de l'historienne Camille Lefebvre. Juste avant, je vous indique que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire le deuxième numéro de Pile d'Histoire, la déclinaison du podcast, l'émission dans laquelle je présente rapidement tous les livres parus et reçus. Cette fois, c'est de l'histoire politique contemporaine, 20e-21e siècle dont il est question. Retrouvez tous les épisodes du podcast et les références bibliographiques citées aujourd'hui sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez soutenir le podcast avec le bouton PayPal que vous y trouvez. Merci et très bonne écoute. Je suis en compagnie de Camille Lefebvre, qui est déjà venue dans le podcast pour parler notamment de ses travaux sur l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique coloniale. Aujourd'hui, elle publie À l'ombre de l'histoire des autres aux éditions de l'EHESS, un livre que j'ai trouvé très très intéressant, un beau livre parce que il fait la démonstration qu'on peut, je cite, se rendre extérieur à soi-même par la méthode historique, et ça m'a énormément intéressé. Alors peut-être qu'on peut, Camille Lefebvre, commencer par expliquer le sens de votre titre. Qu'est-ce que c'est que d'écrire à l'ombre de l'histoire des autres? J'ai choisi le titre du livre qui m'est venu assez rapidement, avec l'idée que j'avais envie d'écrire sur le fait que j'avais grandi entourée d'histoire, mais sans que cette histoire me concerne moi directement. Je n'avais pas vécu d'événements historiques importants, mais j'étais entourée de gens qui avaient vécu, eux, des choses et des événements historiques, et j'avais l'impression d'avoir grandi dans l'ombre de cette histoire qu'eux-mêmes avaient vécue. C'était dans ce sens-là que j'ai choisi ce titre. Alors ces autres, ce sont principalement aux 4 grands-parents qui figurent en couverture du livre, leurs photographies, qui ont des destins à la fois très comparables et très différents. Peut-être que la meilleure entrée pour les situer, c'est de dire qu'on a affaire à 4 ancrages géographiques très différents les uns des autres, et qu'on ne soupçonne pas forcément, quand on lit votre nom, Camille Lefebvre, on n'imagine pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc ces 4 branches familiales, une plutôt originaire de ce qui est aujourd'hui l'Europe centrale et les mondes juifs de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et qui était à l'époque l'Empire russe. Une autre branche plutôt liée au Maghreb, à l'Algérie, puis à l'Algérie coloniale et aussi au monde juif du Maghreb. Et une troisième branche, alors là plus classique, normande, avec une famille issue d'une petite paysannerie pauvre. Et puis une dernière branche, celle de mon grand-père, liée à l'Espagne, à la guerre d'Espagne et à l'exil lié à la défaite des républicains espagnols. Alors on comprend que vous faites dans ce livre une histoire qui est à la fois une histoire personnelle, celle de votre famille, mais une histoire savante parce que vous mobilisez les méthodes de l'histoire savante pour l'objectiver, mener l'enquête, la mettre à distance. C'est une démarche qui est proche de celle de beaucoup de livres récents. On peut peut-être en citer quelques-uns. Il y a notamment le livre de Daniel Mendelssohn, le livre d'Yvan Jablonka, celui de Stéphane Audouin-Rousseau, celui de Marc Mazower sur son grand-père originaire de la même région qu'une branche de votre famille de cet Est européen et du monde juif de l'Est européen. Est-ce que c'est des livres qui ont compté pour vous inspirer ou pour vous décider peut-être à faire cette enquête? Alors, c'est plutôt la littérature finalement qui m'a amenée vers cette idée, et ça a peut-être commencé avec le livre de Jonathan Safran-Foer, Tout est illuminé, sorti dans les années 2000, 2002, 2003, qui m'avait vraiment fascinée à la fois d'un point de vue littéraire et aussi avec cette idée « Ah mais tiens, en fait, on peut faire ça », puisqu'il se mettait en scène lui-même, partant en Ukraine sur la trace de ses grands-parents, essayant de retrouver leurs traces dans les archives en se faisant aider, et puis construisant tout un objet littéraire complexe à partir de ce point de départ qui était sa quête familiale et sa propre histoire. Et donc, voilà, avant d'avoir lu ce livre, j'avais étonnamment jamais pensé que j'aurais pu utiliser ce que j'étudiais moi comme étudiante en histoire pour travailler mon propre matériau familial. Et je dois dire qu'au moment où le livre d'Yvan Jablonka est sorti, au départ je me suis dit maintenant que lui l'a fait, j'aurais plus besoin de le faire. J'avais ce sentiment que voilà, il avait fait ce qu'avait fait germer en moi la lecture de Jonathan Safran-Foer, c'est-à-dire cette idée qu'on pouvait utiliser l'histoire pour traiter de sa propre famille. Et puis finalement, en lisant,
C'était pas du tout la manière dont moi j'aurais abordé les choses. Non, à ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de le faire vraiment, mais c'est vrai que le livre m'a laissé en quelque sorte sur ma faim, où je me suis dit, moi, j'aurais pas pris les choses par cet angle-là. Et c'est un des points qui est très intéressant dans tous les livres que vous avez cités, c'est que on voit, et j'en parle un peu dans l'introduction, on voit comment chaque écrivain, chaque chercheur en sciences sociales, chaque historien ou historienne qui s'est intéressé et qui a pris cette question de traiter de l'histoire de sa famille avec les objets, avec les techniques en quelque sorte de son métier, a fait les choses complètement différemment. Et c'est un point qui m'intéresse beaucoup, de voir comment on peut regarder ce même objet et le prendre sous tout un tas de formes et d'angles différents, de méthodologies, de regards sur les manières de faire de l'histoire. Et donc, voilà, moi j'ai choisi un angle qui est celui d'essayer de voir comment interroger sa propre famille permettait concrètement de voir qu'est-ce que c'était que de faire de l'histoire. En choisissant un objet aussi proche, est-ce qu'on pouvait réussir à expliciter comment se réalisait l'opération historique. C'est un peu une mise à l'épreuve, en quelque sorte, de méthodes appliquées sur d'autres terrains, finalement, où il n'y a pas d'enjeu intime, donc on les applique et on leur fait confiance. Les mettre à l'épreuve sur un objet et un enjeu intime, c'est une manière de tester les limites. Exactement, tester les limites, j'aime bien cette idée-là. Et je l'ai pris comme ça, au début de manière concrète. J'ai simplement pris tout ce qu'il y avait dans les mémoires de ma famille et j'en ai fait une première version qui était un petit texte qui faisait partie de mon égo-histoire d'HDR. Et puis après, je me suis un peu prise au jeu et je me suis mis à aller voir dans les archives, à commencer à lire la bibliographie, à questionner l'historiographie et à me dire c'est pas seulement l'histoire de mes grands-parents en elle-même qui m'intéresse, c'est aussi qu'est-ce que ça fait à moi en tant qu'historienne. Avec cette question aussi... en trame derrière, qui était une question que je me posais beaucoup à ce moment-là et que je me pose toujours beaucoup, autour de qu'est-ce que ça fait que d'être une historienne française blanche travaillant sur l'Afrique, qu'est-ce qui fait de moi une historienne, et changer complètement de terrain, reprendre les mêmes techniques et les appliquer ailleurs, ça me permettait d'aller au bout de ce questionnement sur qu'est-ce qui fait de moi une historienne. Alors la question des sources et des matériaux est très très intéressante parce que vous avez affaire à différentes strates, différents types de matériaux. Il y a évidemment des récits familiaux parce que vous avez grandi avec des grands-parents qui vous ont raconté des choses ou des parents qui vous ont raconté des choses de leur propre famille. Mais il y a aussi des écrits familiaux, des archives familiales, et puis il y a des archives, entre guillemets, extérieures, celles des États, des administrations que ces gens ont rencontrées. Donc quels effets ça produit de naviguer entre ces différents types de documentation ? La question est vaste, mais peut-être en partant d'un cas, il y a un cas hyper intéressant, c'est celui du grand-père espagnol, parce que là, on voit peut-être le mieux les effets très ambigus que ça produit. Depuis quelques années, j'ai mis vraiment au cœur de mon travail en tant qu'historienne, et on est beaucoup dans ce cas-là, la question de la documentation et l'idée que, en mettant en scène sa documentation à l'intérieur même de sa manière d'écrire l'histoire, on pousse l'histoire en quelque sorte comme science, au sens où on permet de voir que certes, on produit un récit factuel au final, mais on montre comment ce récit factuel se construit d'abord sur des documentations et les questions qu'on pose à ces documents. Et donc, quand j'ai décidé de m'atteler vraiment à cette question du récit familial, je me suis dit, il faut que je le fasse avec les mêmes types de méthodes, les mêmes types d'outils que ceux que j'utilise dans mon propre travail en histoire de l'Afrique. Et donc, je me suis servie de mes manières de travailler. Et donc, j'ai décidé de faire de chacune des documentations auxquelles je pourrais accéder un des objets que je traite dans le livre en lui-même. Donc le premier, c'est celui des récits familiaux. Alors ça, c'est peut-être une des choses que j'aime le plus faire. J'ai toujours adoré interroger les gens autour de moi sur leurs histoires de vie, sur leurs histoires de famille. Et c'est vrai que j'avais toujours questionné mes grands-parents sur ces questions-là. C'était quelque chose qui m'avait habité enfant. Et là, j'ai décidé de le refaire avec ceux qui étaient autour de moi, qui étaient encore vivants et qui avaient encore toute leur tête, de recommencer ça, mais cette fois de manière vraiment, en quelque sorte, un peu plus professionnelle, soit avec un enregistreur, soit avec des notes, soit aussi avec l'idée de penser aussi au second degré leurs récits et leurs discours et de les questionner au moment même où je les écoutais. Et donc j'ai interrogé plusieurs fois ma grand-mère et puis mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, et j'ai essayé de reconstituer ça.
avec aussi, en utilisant, et ça aussi c'est un élément intéressant, de prendre des récits qui avaient été enregistrés par d'autres ou collectés par d'autres et de voir comment la narration de mes grands-parents ou de mon grand-oncle a été formalisée au fur et à mesure, comment je pouvais voir si elle était formalisée ou pas entre ces différentes versions de leur récit. Deuxièmement, je me suis questionnée sur la question des archives familiales. Concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme type d'archives dans ces 4 branches familiales? Quel type de documents? À la fois des récits, des égo-documents, j'en ai trouvé très peu, mais aussi des récits conçus comme des récits, notamment une autobiographie écrite par mon grand-père qui avait circulé dans le cercle familial. Et puis, j'ai trouvé énormément de documents pour mon autre grand-père, qui était mort en 1999. Et puis, ma grand-mère est morte en 2018. Et là, en vidant la maison, comme souvent dans ces cas-là, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais autour de ce grand-père à la trajectoire un peu exceptionnelle. Et cette question des archives familiales, elle est vraiment très importante. Elle a été l'objet d'une journée à Rennes il n'y a pas longtemps, où beaucoup d'historiens et d'historiennes sont rentrés dans des sujets autour des questionnements autour de leur famille par ces archives familiales, ces documents qu'on trouve quand on vit d'une maison et où, avec sa pratique professionnelle, on se dit oh là là, on ne peut pas les jeter, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, vers quoi ça pourrait nous amener. Et dernier élément, aller voir dans les archives publiques des différentes régions du monde où étaient passées les familles de mes grands-parents, qu'est-ce qui restait comme trace d'eux. Et là, j'ai été fascinée en tant qu'historienne de l'Afrique par tout ce qu'on peut trouver sur un individu du 19e siècle et du 20e siècle dans toutes ces archives, qu'elles soient les archives de l'État, les archives de la police et ainsi de suite. Oui, vous le dites à un moment du livre, finalement, accéder à ces archives, ça fait de vos grands-parents, de leurs frères et sœurs, autant de mini-Pinago, pour reprendre le modèle d'Alain Corbin. Alors, il y a un paradoxe très étonnant concernant votre grand-père Mariano, ce qui a fait donc la guerre d'Espagne, qui est devenu résistant en France, reparti en Espagne dans la clandestinité, anti-franquiste, arrêté, libéré et vivant ensuite en France dans la banlieue parisienne. Il y a un extraordinaire paradoxe, c'est que dans son cas, c'est l'archive qui ment, et le récit familial qui dit vrai, ou qui dit pas tout à fait vrai, mais qui dit plus vrai en tout cas que l'archive officielle, parce qu'il n'a fait que mentir dans les déclarations qu'il faisait notamment aux différents services français pour se justifier de sa présence dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc là, si on avait appliqué finalement que la démarche de l'historien ou de l'historienne qui va aux archives pour traiter cet individu, on aurait tout faux. Et donc là, la mémoire familiale éclaire d'un jour très différent ce que les archives pourraient apporter. Alors là, c'est vraiment autour de mon grand-père que se joue vraiment une forme d'expérience limite vis-à-vis de ce que c'est que d'être historien ou historienne. Donc mon grand-père a une trajectoire un peu à part, puisque donc après la guerre d'Espagne, il arrive en France, et puis une fois qu'il a rejoint la résistance, il rentre en clandestinité à peu près à partir de 1942, et d'une certaine manière, il n'en est jamais vraiment sorti jusqu'en 1975, au moment de la mort de Franco, pour différentes raisons. Et donc ce qu'on trouve dans les archives est aussi le reflet de l'attitude qu'il a eue vis-à-vis des différentes instances qui pouvaient lui demander des informations, qui était celle d'être tout le temps donc clandestin, de vivre caché et de ne jamais révéler trop de lui. Et pour ça, les archives sont vraiment fascinantes autour de lui. D'abord parce que pendant toutes les archives que j'ai pu trouver, par exemple à la préfecture de police ou qui concernent le moment où il était résistant en France, à aucun moment les services n'arrivent à l'identifier. Alors il a des stratégies assez simples et de base de la clandestinité. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il change une lettre à son nom. Et à chaque fois, une lettre différente. Donc il va pouvoir s'appeler Peñas Hernando ou alors Peña Hernandez selon les différents lieux. Il va parfois aussi changer un jour à sa date de naissance, ou alors il y a deux Nieva en Espagne et il va jouer sur les deux Nieva et mettre l'un ou l'autre en fonction des lieux. Et donc, par exemple, son groupe est surveillé par deux services de la police différents. Il finit par se faire arrêter, et si on regarde les différents rapports de police qui ont rapport avec ces différentes arrestations et avec ce moment de clandestinité dans la résistance, on voit qu'à aucun moment on ne fait le lien entre les différentes personnes qui ont été arrêtées à différents moments et qui en réalité sont toutes lui. Et ensuite il retourne en Espagne, il se fait arrêté et il sera interné, emprisonné dans les prisons Fancris pendant plusieurs années. Là,
sa situation est officielle puisqu'il a été arrêté concrètement, mais on voit que même la police franquiste n'arrive pas exactement à identifier qui il est, quel est son rôle exactement. Oui, son niveau de responsabilité dans le Parti communiste espagnol. Tout à fait, il joue toujours là-dessus, avec des stratégies qui sont extrêmement intéressantes et qu'on peut voir dans les rapports de police, où il dit uniquement ce que les policiers savent déjà, et donc il se limite toujours dans son récit à ce qu'il dit. Et ensuite, quand il revient en France, une fois qu'il a été libéré des prisons franquistes, là, et c'est là la partie la plus étonnante, que dans ma famille, on n'avait pas mesuré avant que moi j'aille concrètement aux archives, c'est-à-dire qu'on savait qu'on ne portait pas son nom, on savait qu'on ne portait pas son nom parce qu'il était clandestin. Mais qu'est-ce que ça signifiait exactement être clandestin? Ça signifiait que quand j'ai été aux archives de l'OFPRA pour voir son dossier en 1958, alors qu'il est depuis 7 ans en France, que mon père est né depuis 3 ans et son frère depuis presque 5 ans, il est indiqué comme venant d'arriver en France quelques mois plus tôt et vivant en célibataire rue Paul Vaillant-Couturier à Nanterre, chez une femme dont je n'ai jamais entendu parler. Et donc, son dossier de l'OFPRA est entièrement faux. Il n'y a pas une information à l'intérieur qui soit vraie. Et idem, quand j'ai été ensuite dans les archives de la police, ces fiches des renseignements généraux de la même époque conservent exactement les mêmes types d'erreurs qu'il a lui-même sciemment déclarées. Alors, c'est le personnage qui donne lieu aux pages parmi les plus riches, les plus belles du livre. Hein. Page 119, vous faites un portrait de lui. On en écoute un extrait. Comme beaucoup de gens de sa génération, dont la vie différait tant de celle de ses enfants et de ses petits-enfants, le passé formait une sorte d'indicible. Il acceptait facilement de parler de certaines choses, son évasion de l'Hôtel-Dieu en 1942, les mauvais choix du PCE, les défauts du PCF, mais d'autres restaient dans le flou. Par bribes, je mesurais sans qu'il le dise ce qu'avait pu être ce passé. Je me souviens de son ongle du petit doigt, toujours très long, qui m'intriguait lorsque j'étais enfant, dont, selon lui, il avait pris l'habitude en prison. Cette manie que j'ai retrouvée dans Maus, d'emporter toujours les sachets de sucre quand on allait au restaurant. Caractéristique des gens qui ont subi de grandes privations. Ou encore la cicatrice dans sa main, reste d'une balle jamais totalement extraite. Et la mesure que je prenais, quand il me regardait, de combien ma vie était différente de la sienne. Il faisait partie de ces gens simples, à qui la résistance n'avait apporté ni honneur, ni position sociale, tout juste une pension d'interné résistant. Parler de lui-même, de ses actions, il n'y a longtemps vu aucun intérêt. Comme si après des décennies de clandestinité, une partie de lui s'était dissoute dans le secret. Alors, il se taisait, répondait à côté, ou laissait ma grand-mère parler à sa place. Le silence, la clandestinité sont en effet au cœur de son parcours. Lorsqu'on a changé de nom tellement de fois, que l'on a vécu en outre, dans d'autres vies que la sienne, que l'on a raconté des souvenirs fabriqués, aussi bien au quotidien qu'à la police ou à la Gestapo, que reste-t-il de soi? Merci à Anna Kubishta pour sa lecture. Alors on n'est pas au bout de nos surprises avec ce personnage, puisqu'il y a encore 2 éléments qui sont venus en cours de recherche s'ajouter et éclairer sous un jour encore différent le personnage. Le premier, c'est une autobiographie, le deuxième, c'est une liaison. 2 choses qui étaient secrètes, que personne ne connaissait et qui sont apparues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc déjà, quand j'ai été aux archives de l'OFPRA et que j'appelle mon père pour lui dire que j'ai consulté son dossier et que tout est faux, il me dit « Ah là, mais c'est incroyable, mais quel menteur quand même !» Et c'est vrai qu'en discutant et a posteriori, il se souvient aussi qu'enfant, il ne connaissait pas son nom. Il l'appelait Antoine Lefebvre, qui était son nom d'emprunt, le nom de ma grand-mère. Il n'avait pas le droit de parler de lui à l'école. Il vivait une vie particulière avec un père dont il ne pouvait pas parler. Mais voilà. Mais donc j'ai continué à fouiller et 2 éléments sont venus compléter. Parce qu'il y avait un élément qui était important, c'est que dans son récit, depuis le départ, il y avait des trous. Il y avait des années entières dont on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il avait fait, où il était. C'est aussi peut-être pour ça que m'est venu ce goût pour l'histoire. C'était parce que mon père, chaque dimanche, à la table du déjeuner ou du goûter, lui disait « Mais tu m'as toujours pas raconté à tel moment, t'étais où exactement ? Et ça, tu m'as dit que t'étais là, mais je comprends pas, t'étais pas à tel endroit ?» Il y avait vraiment des
des parties bizarres dans son récit, sur lesquelles on n'arrivait pas vraiment à faire sens. Et une fois qu'il était mort, mon père a été contacté un jour par une femme qui avait trouvé son nom sur Internet, un peu par hasard, puisque lui-même avait parlé de son père dans un journal. Et elle lui a dit que sa mère avait... toute sa vie, était amoureuse de mon grand-père et qu'elle en avait gardé, elle était toujours vivante à ce moment-là, elle en avait gardé un tel souvenir qu'elle avait gardé tous les documents et toutes les lettres qu'il lui avait écrits, malgré le fait qu'elle ne l'avait pas vu depuis plus de 50 ans. Mon père a rencontré cette femme, a rencontré Rosario, donc, qui était le premier amour de mon grand-père dont il n'avait jamais parlé, et elle lui a donné toute une série de documents qui étaient toutes les lettres qu'il lui avait écrites, et aussi, par exemple, elle portait une bague avec sa photo qu'elle n'avait jamais enlevée depuis qu'ils ne s'étaient pas vus. Mon père avait gardé ces éléments-là, et c'est aussi un point important, c'est que, je le raconte un peu dans le livre, il y a eu toute une forme comment formuler ça, d'échange avec mon père autour de ce que lui-même avait collecté et de qu'est-ce que moi j'allais en faire, qui n'est pas la même chose que ce que lui en aurait fait. Et donc, voilà, il avait ces documents, il me les a donnés à un moment donné, mais j'y faisais pas complètement sens avant que je trouve aussi un autre document, complètement par hasard, là dans une note de bas de page d'un historien espagnol, qui indiquait que mon grand-père avait fait une autobiographie pour le Parti communiste dans les années 1950, et que j'ai réussi à récupérer. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est aussi un phénomène très important, c'est que quand mon grand-père est libéré des prisons franquistes, on est dans un moment où le Parti communiste espagnol est dans un moment stalinien, très important. Et tous ceux qui ont participé à la résistance et qui ont été arrêtés, y compris ceux qui ont ensuite été déportés en camp de concentration et qui reviennent à ce moment-là en Espagne, sont extrêmement surveillés par le Parti communiste espagnol. On doute d'eux, on doute de leur récit. Encore plus les gens qui sont liés à Jesus Monzón, qui était un des chefs du Parti communiste espagnol en exil pendant la Seconde Guerre mondiale et qui depuis a été complètement exclu et marginalisé au sein du PCE. Et donc mon grand-père était lié à ce Jesus Monzón, et donc quand il sort de prison, le Parti communiste espagnol vient le chercher, et dès le départ, il l'a raconté à mon père, il se retrouve dans une situation très bizarre. On lui fait traverser la frontière en le faisant marcher pendant 10 jours, une frontière qu'il a traversée des dizaines de fois et dont il sait très bien que si on fait ça, c'est parce qu'on veut le perdre. Et quand il arrive à Paris, il est en quelque sorte soumis à des formes d'interrogatoire très poussées par les membres du Parti communiste espagnol en exil. En plus, le Parti communiste espagnol vient d'être interdit en France, l'ambiance est extrêmement tendue, et on lui... Pendant plusieurs mois, il est en quelque sorte enfermé et on lui demande de rédiger son autobiographie pour justifier qu'il n'a pas trahi et qu'il n'a pas mal agi pendant la guerre et après. Suivant des pratiques qui sont très répandues alors dans le monde communiste, pas seulement en Espagne, de celle de l'autobiographie, la justification, de rendre des comptes au parti de son activité. Voilà, ça a été étudié en dehors de ce cas-là. Tout à fait, ça a été très étudié. Il y a des livres très importants autour de cette question de l'autobiographie dans toute l'histoire du Parti communiste, que ça soit en France, mais que ça soit aussi dans les mondes russes. Et aussi, ça a été étudié, par exemple, pour la Belgique ou pour la France, ce moment de l'après-guerre où on a questionné les trajectoires, encore plus les trajectoires des gens qui avaient été arrêtés, qui avaient été déportés, qui s'étaient enfuis. Le fait de s'être enfui était aussi un point qui était... voilà. C'est lié à une fétichisation du militantisme pur, du fait de n'avoir jamais parlé, et une focalisation sur la question de la trahison qui est très forte à ce moment-là. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que cette autobiographie, donc qui est en espagnol, aux archives du PCE à Madrid, elle donnait encore une autre version que toutes les autres versions, que celles que j'avais déjà, que ça soit des petits papiers qu'il avait griffonnés un peu partout, que ça soit les dossiers de demande de pension comme résistant, que ce soit les archives de la justice espagnole, les archives de la police française. Et là, cette fois, c'était lui qui parlait. C'était lui qui parlait et qui mettait en scène son histoire, évidemment dans
dans une situation très contrainte, qui est celle d'être surveillé et de devoir écrire quelque chose qui plaise à ceux pour qui il écrivait. Mais ça permettait en quelque sorte de voir comment lui voyait les choses. Et au final, avec toutes ces versions de tous ces récits, j'ai pu à peu près boucher les trous et me rendre compte que certainement tous les moments qui étaient des trous dont il n'avait, tous ces moments, ces mois dont on ne savait rien ou sur lesquels il n'avait pas voulu parler, étaient très souvent liés à Rosario et à des moments où il était avec Rosario et où Rosario avait joué un rôle dans sa vie. Comme si, et où il ne fallait pas la compromettre également. Il ne fallait pas la compromettre et il ne fallait pas non plus... Enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'il ne pouvait pas parler de ces moments-là s'il ne parlait pas d'elle et que donc il ne parlait pas de ces moments-là en général. Donc c'est signe que même s'il n'en avait jamais parlé, elle avait gardé une importance très forte pour lui. Alors on a parlé pas mal de ce versant de la famille. Sur l'autre versant, il y a également quelque chose qui a été, vous le dites à un moment, une des conditions de possibilité du livre. C'est d'avoir une mère qui a travaillé elle-même ce passé sous d'autres formes, avec les outils notamment de la psychanalyse, en questionnant ce qui avait été transmis, ce qui avait été refoulé, ce qui subsistait, notamment de sa judéité, de celle de ses ascendants. Quel rôle ça a joué, à votre échelle, ce rapport-là au passé, de votre mère et du coup des branches de la famille qui remontent? Alors c'est une dimension très importante qui est juste esquissée dans le livre parce que c'est beaucoup plus facile de parler à 2 générations qu'à une génération et de garder la distance que j'ai essayé de garder dans le livre quand on se met à parler de ses propres parents. Ce que je dirais, c'est que clairement, mes parents, l'un comme l'autre, avaient un rapport très fort avec l'histoire de 2 manières complètement différentes. Mon père plutôt avec un intérêt de nature plus factuelle, d'histoire, autour de la Seconde Guerre mondiale, autour de la guerre d'Espagne. C'est un grand chineur, donc il collectionnait des photos, il collectionnait des archives, des documents, une passion des traces du passé. Et de l'autre côté, ma mère, elle était psychologue, elle a fait très longtemps une psychanalyse et ensuite elle est devenue elle-même psychanalyste et elle avait cette relation au passé qui était liée à la question de la transmission familiale, à la question des enjeux transgénérationnels, comment certains éléments du passé lui paraissaient travailler notre histoire familiale et comment il fallait le comprendre. C'est vrai que c'est quelque chose dont on dialoguait beaucoup, elle et moi. Et elle m'a certainement transmis cette passion des histoires de famille, de toutes les familles. Et donc, Et elle l'a travaillé par la psychanalyse. Et c'est un point important qui est soulevé dans le livre, c'est cette idée aussi que l'histoire peut être une forme de travail sur soi. C'est une discussion qu'on a souvent eue avec Étienne Anheim, qui dirige les éditions de l'EHESS. Comment aussi... par l'histoire, on travaille aussi sa propre histoire. On travaille ce qui nous travaille, comme il l'écrit dans son livre. Tout à fait. Vous avez cité des archives en Espagne, des grands-parents, arrière-grands-parents dans le monde russophone, yiddishophone de l'Europe orientale. Vous-même, vous avez fait des terrains au Niger en apprenant le Haoussa, donc on est très loin de vos terrains. Mais en même temps, on retrouve cette question du dépaysement linguistique. Quel problème ça a posé, ou au contraire, quel intérêt ça a eu d'aborder cette question des langues lointaines, pour vous, certaines en tout cas, qui ont été peut-être à la fois des obstacles pour l'enquête, mais aussi des chances de découvrir des univers très différents? L'enjeu linguistique, il est extrêmement important dans cette histoire de famille, et donc logiquement dans ma propre histoire, et d'une certaine manière, il se rejoue dans mon travail professionnel, au sens où dans quasiment toutes les branches de cette famille, il y a une rupture avec un monde qui était le monde des parents de mes grands-parents, et une rupture qui s'est souvent accompagnée d'un oubli des langues et d'une perte culturelle et linguistique. Concrètement, ma grand-mère a été élevée par une mère qui parlait yiddish, qui parlait russe, qui parlait moldave, et qui, quand elle est arrivée en France, n'a transmis aucune de ces langues à ses enfants, et qui a plutôt, au contraire, souhaité qu'ils deviennent le plus français possible. Alors, ça n'empêche pas que certains membres de ma famille ont appris le russe, et certains même le parlent
parle très bien. Et donc le russe est resté d'une certaine manière quelque chose d'important au sein de cette branche familiale. Mais il y avait aussi cette idée d'un monde culturel qui avait disparu avec l'arrivée en France. Et on retrouve un même phénomène avec le père de ma mère, qui était lui né dans le monde des Juifs du Maghreb en Algérie, et pareil, dont les parents parlaient parfaitement l'arabe, vivaient dans un monde largement arabophone, et qui ensuite a grandi aussi dans un monde très hispanisé, parce qu'il y avait aussi une branche de la famille qui était judéo-espagnole. Et ces deux langues avaient complètement disparu de sa vie. Lui-même ne les avait jamais appris. Et il avait fait le choix, à 70 ans, à la retraite, de les réapprendre. Il avait été à l'INALCO, notamment, apprendre l'arabe et réapprendre l'espagnol. Et c'était quelque chose... Voilà, il avait voulu refaire le lien avec son enfance. Et on a la même question dans la branche espagnole, puisque, comme mon grand-père était clandestin, il faisait semblant qu'il s'appelait Antoine Lefebvre, avec son accent à couper au couteau, et il n'a jamais parlé espagnol ni avec ses enfants, ni avec ses petits-enfants, et donc l'espagnol n'a pas été transmis non plus. Et donc on se retrouve, c'est aussi très lié au fait que dans les années 50, c'était compliqué d'être étranger, d'être juif, d'être d'origine étrangère. C'était compliqué aussi ce rapport aux langues. Et il y a une génération aussi qui a été poussée à faire table rase du passé qui l'avait précédé. Et donc concrètement, voilà, moi je me suis retrouvée à ne connaître aucune langue, et j'essaye d'en apprendre dans mon métier et dans ma vie professionnelle, parce que je pense que c'est une clé fondamentale pour accéder à d'autres manières de penser et d'autres manières de réfléchir. Mais c'est aussi une faiblesse, parce que quand on n'a pas été élevé dans des mondes plurilingues, on n'a pas la même capacité à acquérir d'autres langues. Du coup, aller sur ces terrains qui sont des terrains loin de vos terrains de recherche, ça nécessite forcément d'abord des compétences bibliographiques, problématiques, historiographiques, etc. que vous n'aviez pas forcément au départ. Donc sans doute de vous faire aider. C'est un livre individuel, mais il est traversé en filigrane aussi par des apports collectifs, par des formes d'entraide d'une communauté savante plus large, et puis des formes aussi d'apprentissage sur des terrains différents. Alors c'est un élément que j'adore dans notre métier, c'est d'abord le fait que effectivement il y a des formes d'entraide qui sont extrêmement fortes, et le deuxième élément, c'est qu'on peut toujours s'appuyer sur l'aspect cumulatif du savoir historique, c'est-à-dire se servir de ce qui a été produit par d'autres, l'identifier, le lire, ensuite écrire à ceux et celles qui ont écrit sur ces différents sujets, et leur demander des pistes pour poursuivre. Effectivement, j'aurais jamais pu écrire ce livre si tous les gens que je remercie dans les remerciements ne m'avaient pas guidée pour identifier les bonnes archives, pour identifier les bons articles à lire, les bons livres à lire, parce que quand on s'improvise sur des espaces complètement différents, parfois on tombe un peu à côté, parfois on ne dit pas ce qu'il faut. Donc ce qui prend du temps, c'est d'identifier ces autres historiographies, et ensuite, avec la limite de mes compétences, je suis spécialiste d'aucun des espaces dont je parle dans le livre, et d'aucune des spécialités, donc il y a des choses auxquelles je n'ai pas eu accès. Un spécialiste de ces périodes et de ces espaces aurait pu aller beaucoup plus loin que ce que je n'ai fait, évidemment. Mais j'ai quand même essayé d'être à chaque fois rigoureuse sur où en était l'historiographie dans ces champs, quel type de sources pouvait servir à penser tel type de situation, et d'essayer de les retrouver. Et voilà, ça a été vraiment un grand plaisir de ce livre, tous ces échanges que j'ai pu avoir avec tous ces spécialistes de ces différents lieux, qui se sont amusés aussi à m'aider et à me guider. Alors c'est un livre qui a une dimension intime, personnelle, familiale, mais qui est un livre d'histoire avant tout. Et du coup, en tant que livre d'histoire, je trouve qu'il pose aussi des questions intéressantes à l'échelle macro et pas seulement micro-familiale. Et ces questions, on pourrait peut-être les résumer en disant que c'est des générations, surtout celles des arrière-grands-parents, peut-être un peu moins des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont été confrontés dans le dernier tiers du 19e siècle au choc de la modernité de différentes façons. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce soit dans la Normandie rurale, dans les petites villes du Maghreb, à l'est de l'Europe ou en Espagne, finalement, un monde ancien, un monde traditionnel s'est effondré de différentes façons. Et puis, la modernité économique, les assignations identitaires modernes, nationales, religieuses, ethniques, etc., ont pris la place de formes anciennes d'identité. Et du coup, ces quatre familles, chacune à leur façon, elles se sont retrouvées dans ces bouleversements très, très intenses des années 1870, 1910.
Au départ, quand j'ai commencé le livre, et c'est pour ça que je l'ai traité chaque chapitre par chaque branche familiale, c'est que j'avais l'impression concrètement que c'était des histoires qui avaient peu de rapport entre elles. Et ça, là, c'est vraiment un élément intéressant lié justement à la pratique de l'histoire. C'est que au fur et à mesure que je les écrivais, au fur et à mesure que j'avançais dans la bibliographie, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte exactement de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que si on objectivait et si on les mettait en relation, on se rendait compte que les chronologies étaient à peu près similaires, qu'on était dans des espaces qui étaient complètement différents, mais qui étaient soumis à des forces qui se retrouvaient, selon les lieux, et effectivement qu'on avait en quelque sorte une expérience qui était la même qu'on soit effectivement d'une famille de charbonniers normands vivant dans la forêt en Basse-Normandie, ou qu'on soit un juif du Maghreb face aux transformations de la colonisation et à l'évolution économique, le fait d'arriver en ville, le fait de faire des études concrètement, même d'arriver jusqu'au certificat d'études concrètement, voilà, de voir comment finalement des choses se retrouvaient. Et l'enjeu, effectivement, que vous avez dit, c'est-à-dire, j'avais quand même l'idée que l'histoire de ma famille en soi a peu d'intérêt, à part pour moi-même, mais pour ma propre famille, et que je voulais pas seulement raconter leur histoire de manière anecdotique, mais je voulais voir effectivement qu'est-ce que ça me permettait de tirer comme fil et de comprendre plus largement. Et effectivement, voilà, j'ai essayé à chaque fois de les replacer dans des évolutions du monde dans lesquels ils vivaient, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me rendre compte que leur trajectoire était finalement assez similaire. Oui, au point que je pense qu'on pourrait donner ce livre à lire presque en initiation à l'histoire contemporaine par certains côtés, parce que c'est 4 terrains très différents et en même temps avec des dynamiques politiques, sociales qui sont intéressantes. Alors parmi les dynamiques politiques, il y a aussi quelque chose qui a marqué votre famille, c'est le communisme. Et je dirais presque qu'il y a 2 enjeux qui l'ont marqué et qui les 2 sont d'une certaine manière mis à distance aujourd'hui. C'est la judéité, on en a un petit peu parlé, le communisme. Dans les 2 cas, c'est plus des éléments de reconnaissance, d'identification, en tout cas pour l'autrice qui écrit, voilà, c'est mis à distance, mais ça a été très structurant et ça a été très fort dans l'histoire familiale. Alors, la judéité concerne donc 2 branches de mon histoire familiale, les 2 branches qui sont liées à ma mère. Et le communisme, par contre, concerne quasiment toutes les branches de cette famille qui ont toutes été liées à un moment ou à un autre au communisme. Et je pense que c'est aussi lié pour une grande part à des choses qu'on a déjà décrites avant, c'est-à-dire que cette transformation, ces gens qui vivaient dans un monde qui n'avait rien à voir avec celui de leurs grands-parents, qui avaient perdu en quelque sorte des langues et des rapports à un monde religieux ou à un monde rural, se sont en quelque sorte retrouvés une autre forme d'identité et d'esprit collectif autour du communisme à partir du début du XXe siècle. Ça se trouve déjà à la génération de mes arrière-grands-parents, et puis ensuite de manière très forte pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50. Ça donne aussi un élément un peu particulier qui est que mes parents ont aussi grandi dans un monde qui était très fortement marqué par des sociabilités liées au communisme. Et c'est aussi comme ça que mes parents se sont rencontrés concrètement, et c'est ce qui vraiment lie les différentes branches entre elles. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect intéressant à penser aussi, que c'est des objets qui sont aujourd'hui encore compliqués à penser, à la fois dans l'historiographie et plus largement dans notre monde contemporain. Cette importance du communisme au XXe siècle et cet enjeu de la judéité sont encore des questions que je trouve assez ouvertes, ou en tout cas sur lesquelles il me semble avoir encore pas mal de choses à dire. Alors c'est un livre qui est traversé, je dirais, par beaucoup de confiance dans les méthodes de l'histoire pour objectiver les choses, parce qu'on ne fait pas ce genre de livre si on ne se dit pas qu'on a quand même une possibilité de mettre à distance les affects, les émotions, etc. Mais on sent qu'à certains moments, vous avez quand même eu des craintes, peut-être soit de découvrir des choses sur votre famille que vous ne connaissiez pas, soit peut-être, donc je vous pose la question, est-ce que vous avez eu peur à un moment que l'enquête allait peut-être déstabiliser vos propres rapports, vos propres schémas, votre propre représentation de ce qu'était votre famille ? Alors c'est un objet très intime qui s'est passé en plus dans un moment très compliqué de ma vie, au sens où
Bon, je l'avais commencé ou initié en 2018 et puis, comme je l'ai dit déjà, c'était très lié aussi à mon rapport à mes parents et à mon rapport à ma mère. Et puis, quand je l'ai repris, donc en fin 2019 et début 2020, il se trouve que ma mère est tombée très malade et que la finalisation du livre s'est passée aussi dans un moment où je savais concrètement qu'elle allait mourir. Et comme c'était aussi extrêmement lié pour moi à mon rapport à elle, ça donnait à la fois une urgence d'aller au bout de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de questions que je pose dans le livre qui étaient ses questions à elle, même si je n'ai pas répondu à toutes ces questions, parce que l'objet du livre n'était pas du tout son rapport à son histoire familiale, mais plutôt le rapport d'une historienne à l'histoire familiale. Et donc ça, voilà, c'est un enjeu important. Le deuxième enjeu important, c'était donc autour de l'histoire de mon grand-père et de ses silences et des manques. J'ai le sentiment qu'il y avait une inquiétude. Enfin, il y en a eu une chez moi, clairement. Je pense qu'il y en a une clairement chez mon père à un moment donné. Qui est que quand on commence à chercher dans les archives de la police, quand on commence à chercher dans les archives en général, les réponses qu'on trouve ne correspondent pas toujours à la mémoire familiale. Les archives, elles déstabilisent. Les souvenirs qu'ont les gens ne correspondent pas toujours à ce qui s'est vraiment passé, ou en tout cas à ce que les archives montrent. Et ça, c'est un point important et qu'on connaît comme historien ou comme historienne. On sait que dès qu'on va dans les archives, on trouve des choses qui ne sont pas ce qu'on avait prévu. Donc je savais dès le départ que j'allais peut-être me confronter potentiellement à des choses surprenantes. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, quand on travaille sur des contextes de clandestinité, quand on travaille sur des contextes liés à des arrestations, à la prison, il y a des enjeux qui sont encore plus forts, surtout autour de ces questions liées à la trahison, qui font qu'il y avait clairement chez moi, à un moment donné, la peur de découvrir quelque chose qui pourrait salir l'image que j'avais de mon grand-père, ou qui pourrait faire de la peine à mon père et à son frère, qui pourrait faire que l'image qu'on avait de lui soit un peu ternie. Et cette peur de l'enquête, c'est un point important. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti en tant que, concrètement, en tant qu'historienne. On est plutôt content quand on est déstabilisé par les archives en général. Et donc, voilà, je le dis dans le livre, et j'ai essayé de l'intégrer à mon enquête et de penser pourquoi il y avait cette inquiétude autour de ça. Concrètement, quand je suis arrivée aux archives de la police et que j'avais demandé son dossier, et je pense qu'ils le font pour tous les gens qui commandent ce type de dossier, l'archiviste m'a fait un petit laïus en me disant il faut que je vous prévienne, tous ces archives de procès liés à la résistance et aux arrestations pendant la résistance, les gens y trouvent très souvent des choses qui ne sont pas ce que leurs ancêtres leur ont dit. Donc préparez-vous au fait que vous allez certainement être étonnés ou surprises par ce que vous allez trouver, et ne prenez le temps de vous préparer à ce que vous allez pouvoir lire. Voilà, moi, ils ne savaient peut-être pas que j'étais historienne et donc que je n'avais pas exactement le même regard, mais c'est vrai que ça fait partie d'une enquête sur sa famille, cette inquiétude de savoir exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Et ce matériau intime et comment il travaille notre manière d'écrire l'histoire, je pense que même quand on travaille sur un sujet plus ou moins neutre, l'intimité qu'on a à son sujet, elle nous travaille aussi. Et là, j'ai essayé d'expliciter concrètement comment ça me travaillait, puisque l'objet est en soi complètement intime. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, À l'ombre de l'histoire des autres, dans la collection Aparté des éditions de l'EHESS. C'est le premier volume de la collection. Il y en a d'autres, une collection qui concerne les sciences sociales, mais sur un mode un petit peu différent, un petit peu moins strictement académique. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez donner, peut-être une lecture faite au cours de cette enquête sur des terrains autres, ou évidemment autre chose pour prolonger? Alors, je vais commencer par vous inviter à lire les autres livres de la collection Aparté, qui est une collection qui veut interroger deux éléments qui sont aujourd'hui clés pour les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales. Le rapport à la réflexivité, comment nous, on pense nos objets et comment on peut aussi mettre au cœur de notre réflexion notre propre rapport à nos objets. Et en même temps, l'idée de mettre en scène ou de laisser les chercheurs et les chercheuses faire des inventions narratives, des inventions dans les formes de récits, qui peuvent être complètement différentes. Et donc, deux autres numéros par Dominique Casajuste et par Christine Bénévent sont sortis et peuvent être extrêmement intéressants. Sinon, pour un autre aspect,
Concrètement, il y a des milliers de récits d'histoires de famille passionnants à lire. Et c'est une des questions que je me suis posée en écrivant le livre. Pourquoi en ajouter encore un autre ? Donc, je vais proposer 2 choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Le livre de Jonathan Safran Foer, Tout est illuminé, que moi j'ai beaucoup aimé. Et que j'ai beaucoup aimé justement parce qu'il joue complètement le jeu de la littérature. Et moi, dans cette différence entre histoire et littérature, souvent, les ouvrages de littérature s'attelant aux questions des enquêtes familiales qui m'ont le plus plu, ce sont ceux qui ont complètement joué le jeu de l'invention, joué le jeu de la littérature et qui ont, d'une certaine manière, été au bout de tout ce que nous, on ne peut pas faire en tant qu'historiens et historiennes. Et puis, je ne sais pas si ça a déjà été... J'imagine que ça a peut-être déjà été conseillé dans le podcast, mais je voulais sinon parler du documentaire 209 rue Saint-Maur, de Ruth Silberman, que j'ai regardé au moment où j'étais en train d'enquêter sur la partie juive d'Odessa et de Kishinev. Et il y a une partie qui se retrouve puisque cette branche de la famille vit à un moment donné dans un immeuble qui ressemble au type d'immeuble que décrit Ruth Silberman. Et je pense que c'est vraiment passionnant à regarder voilà, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.